Nous sommes au nord de la Grèce, à Polykastro, à 25 km de la frontière macédonienne. Au bord de l'autoroute, les autorités ont réquisitionné le parking d'une station-service. Elles retiennent ici 1 millier de réfugiés depuis quelques jours dans ce camp de fortune. Si ces migrants sont sur les dents, c'est qu'ils veulent continuer leur trajet vers l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Pour les contenir, une dizaine de policiers seulement. Ces migrants ont déjà dépensé plusieurs milliers d'euros auprès de passeurs pour arriver en Grèce et certains ont perdu des proches, morts noyés en mer. Ils ont tout quitté pour rejoindre l'Europe de l'Ouest et rien ne les arrêtera. On vient de Syrie, d'Afghanistan, d'Iran et on veut aller en Macédoine. Là, on dort dans la merde, dans les poubelles. Regardez comme c'est sale ici. Finalement, c'est alors qu'elle est un peu dépassée que la police grecque les laisse avancer vers la Macédoine, transférant ainsi l'insoluble problème de l'accueil des migrants aux pays voisins. Ils vont quitter l'Europe pendant quelques jours et la rejoindre à nouveau en Croatie. Ils vont côtoyer des passeurs et parfois tomber dans les griffes de puissantes mafias qui vont leur faire vivre l'enfer. L'année dernière, près d'1 million de réfugiés et de migrants sont entrés en Europe. Face à cet exode, les mafias du monde entier se sont lancées dans le business de l'immigration. J'ai entendu dire qu'un boss albanais gagnait jusqu'à 1 million d'euros par mois. Chacun a sa spécialité, comme le trafic de faux gilets de sauvetage, des objets mortels. Il s'agit de 4 couches de plastique léger qui ressemblent à une éponge. Avec ce gilet, on flotte seulement quelques minutes. Il y a aussi des gros bonnets spécialistes de la traite d'êtres humains recherchés par toutes les polices. J'ai gagné 1 million de dollars cette année. J'ai fait passer plus de 50 000 personnes depuis le début. Autre problème, des djihadistes infiltrés parmi les migrants peuvent aussi profiter de ces services, vendus par les mafias, comme la fabrication de faux passeports. Ici, tu vois bien l'image? Il y a un château en transparence. La première page a été changée, tout le reste est authentique. 2 des terroristes du 13 novembre possédaient des faux papiers syriens. Selon certaines sources policières, 500 djihadistes auraient utilisé ce flux migratoire en passant par la Grèce pour revenir en Europe. Stop, stop, stop! Malgré cela, durant notre enquête, nous allons découvrir qu'aux frontières de l'Europe, certaines polices un peu démunies filtrent les passages à l'œil nu. Des méthodes d'un autre temps. Parfois, des faux papiers passent. On n'est pas parfait. Mais vous allez voir que parmi les réfugiés, il y a aussi des migrants économiques. Sur les papiers, c'est écrit que je suis afghan, mais en fait, je suis iranien. Sur le chemin de l'Europe, certains d'entre eux sont enlevés par des mafieux. Ils sont séquestrés, torturés, en échange d'une rançon versée par leur famille. Moi, ils m'ont cassé le nez, mais d'autres ont été électrocutés. Nous avons découvert l'un des repères de ces criminels. Ils sont là-dedans, les Bangladais. Je les vois. Ils s'en vont. Quand la misère rapporte gros, enquête sur les mafias de l'immigration. Notre investigation commence en Turquie. Ce pays qui accueille 2 700 000 Syriens et 300 000 Irakiens qui ont fui Daesh est aussi une plaque tournante des trafics liés au business de l'immigration clandestine. Direction un quartier populaire d'Istanbul. Il nous a fallu plusieurs semaines pour entrer en contact avec cet homme d'une 50aine d'années que nous appellerons Mohamed. Il est à la tête d'un réseau de passeurs et ses clients au départ sont nombreux. Il va nous en présenter dans ce qui ressemble à une ruche humaine. Ça, c'est un des nombreux appartements qu'on a à Istanbul pour loger les migrants avant leur départ. Il y a environ 25 personnes par appartement. Ici, c'est la chambre pour les hommes. Ces gens qui l'entassent dans des appartements de 40 mètres carrés à peine doivent prendre la mer le lendemain pour rejoindre la Grèce. Mohamed est un homme très occupé.
Ses téléphones n'arrêtent pas de sonner. Allô? Allô? Non, tu ne me déranges pas, je t'en prie. Mohamed est syrien. Il dit être un ancien cardiologue de Damas, reconverti dans la traite d'êtres humains. Je vais voir. Je viens de régler le problème de certaines personnes. Je suis arrivé ici en tant qu'immigré. Et tous les 6 mois, j'ai essayé d'aller en Europe. Et ça a duré plus de 3 ans, mais je n'ai pas réussi. Après beaucoup d'efforts, j'ai été arrêté et j'ai même risqué de me noyer. Je suis resté dans la mer pendant 11 heures, en tentant la traversée vers la Grèce. J'ai beaucoup souffert. Je n'avais plus d'argent, alors j'ai finalement décidé de m'installer ici. Au départ, je le faisais bénévolement, mais au fur et à mesure, c'est devenu un vrai métier. Mohamed est même devenu l'un des plus gros passeurs d'Istanbul. Il est recherché par Interpol. Chaque semaine, je fais passer 400 à 500 personnes. Ça fait 2 ou 3 ans que je fais ça. J'ai fait passer plus de 50 000 personnes. Mais depuis les attentats de Paris, c'est beaucoup plus difficile. Avant, on passait plus de 200 personnes par jour. Mais depuis les attentats, on n'en passe pas plus de 100 par jour, dont la moitié n'arrive pas. Du coup, pour préserver son business et continuer d'acheminer ses clients par bateau en Europe, Mohamed doit faire appel à de plus en plus de petites mains. Le nombre de passeurs a beaucoup augmenté cette année. C'est devenu quelque chose de très rentable. Chacun a sa part, 50 ou 100 $ par tête. J'ai beaucoup gagné et j'ai aussi beaucoup perdu. Mais là, j'ai gagné $1 million sur l'année. Chaque migrant débourse au minimum 750 € pour la traversée. Et Mohamed fournit également des articles en option, comme le gilet de sauvetage. Voilà les gilets. À chaque traversée en bateau, il faut acheter un gilet. C'est pour la sécurité des enfants. Et si la traversée se passe mal et qu'on perd nos gilets, eh bien on est obligé d'en acheter à nouveau. Et ça a un certain prix. En fait, il coûte 14 ou 15 €. Un prix abordable a priori pour un gilet. Mais nous découvrirons plus tard qu'il s'agit souvent de contrefaçons, dangereuses en mer. Mohamed a aussi un réseau de faussaires. Sa spécialité, les passeports syriens, très demandés par ceux qui ont perdu leurs papiers ou ceux qui veulent avoir une nouvelle identité sur les chemins de l'Europe. Mohamed veut nous prouver qu'il peut fabriquer n'importe quel passeport. Nous lui indiquons une identité fictive pour qu'il nous démontre son savoir-faire. Quelques jours plus tard, Mohamed a donné rendez-vous à notre journaliste dans une chambre d'hôtel pour lui montrer le faux document syrien qu'il a réalisé avec le faux nom que nous lui avions communiqué. Regarde, là tu as le logo, là tu as la signature. Ici tu vois bien l'image. Il y a un château en transparence. La première page a été changée. Tout le reste est authentique. Ces passeports seraient fabriqués à partir de vraies souches vierges. Je vais vous expliquer comment ces passeports nous parviennent. L'armée libre a mis la main sur des régions entières en Syrie, comme Idlib. Et ils ont récupéré de grosses quantités de passeports vierges dans ces centres administratifs chargés de la fabrication de ces documents. Ils ont donc mis la main sur des passeports vierges. Et nous, après, on remplit des informations comme on veut et on met le cachet. Selon Mohamed, contrairement à ce que l'on pense couramment, les vrais faux papiers ne sont donc pas seulement fabriqués par Daesh. L'armée libre, opposée à Bachar al-Assad, en éditerait aussi. Un journaliste syrien a réussi à tourner ces images pour nous à Azaz, en Syrie. C'est à 7 km seulement de la frontière turque. La pancarte à l'entrée de ce bâtiment affiche clairement les prestations proposées à l'intérieur. Transport de marchandises, transport de réfugiés sans passeport ou fabrication de passeports. Dans cet atelier, il y a tout pour fabriquer des papiers. Cette machine permet de créer des tampons pour rédiger de faux visas.
Et de cette imprimante sortent des pages vierges de passeports. Ici, tout est possible. La falsification serait presque indétectable. Le régime n'autorise pas les opposants à avoir un passeport. Ils ne peuvent donc pas se déplacer dans les endroits contrôlés par le régime. Ils ne peuvent pas sortir du pays. C'est pour ça qu'on fabrique des faux passeports. On a fabriqué des faux tampons, on imprime des pages de passeport, on peut changer des photos. Par exemple, si quelqu'un a le passeport de sa mère, on peut changer la photo et la remplacer par une autre. Ce trafic de faux papiers inquiète au plus haut sommet de l'État français. Dans un courrier adressé au premier vice-président de la Commission européenne, daté du 28 décembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, alertait sur ce phénomène. Des milliers de passeports vierges volés par Daesh pourraient être utilisés par des terroristes camouflés en réfugiés pour rejoindre l'Europe. Ces vrais faux passeports syriens sont très difficiles à détecter. Mohamed, quant à lui, vend ses passeports $2000 à Istanbul. Et il n'a pas que des documents syriens. Plus inquiétant, il propose aussi des papiers européens qui, selon lui, grâce à ses contacts, sont authentiques. Ces passeports européens sont au départ des passeports vierges, comme les Syriens. Là, par exemple, celui-ci est tchèque. Ce passeport vierge de la République tchèque arrive en Hongrie. Nous envoyons les informations nécessaires en Hongrie pour le remplir et ils nous le renvoient. Pareil pour les passeports venant du Danemark. Ils arrivent vierges et on les remplit. Exactement comme pour les passeports syriens. Les gouvernements sont tenus de déclarer les passeports volés, mais tous ne le font pas correctement. Officiellement, 200 000 vrais passeports irakiens ont été dérobés. La Syrie en déclare 9 000, mais les experts estiment qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et le 9 février dernier, 124 passeports français vierges détournés ont été découverts à Istanbul. Notre enquête se poursuit à Izmir, porte de sortie de la Turquie, mais surtout porte d'entrée de l'Europe. À 5 km en face, c'est la Grèce. C'est d'ici que partent les bateaux chargés de migrants. Dans le quartier de Basman, des dizaines de familles guidées par l'espoir attendent leur tour pour un voyage vers un avenir meilleur. Dans les rues, il y a aussi de nombreux rabatteurs qui travaillent pour des passeurs. Ce commerce illicite se fait à la vue de tous. Cela fait 1 an qu'Hassan, un réfugié syrien, travaille pour les mafias. Moi, je suis une petite main d'un passeur turc. Je ne fais que regrouper les gens et les accueillir avant leur départ. Hassan n'a pas vraiment d'état d'âme envers ses compatriotes qui l'entassent dans des embarcations. C'est dangereux de partir en ce moment. La mer est agitée. Il y a un vrai risque de noyade. Malgré cela, il y a des gens qui se font avoir. On leur dit qu'il y a très peu de gens dans les bateaux. Et ce n'est qu'une fois sur place qu'ils constatent que les bateaux sont surchargés. Et parfois, les passeurs les obligent à monter dans les bateaux. Dans le mois précédent cette interview, 68 000 réfugiés ont atteint la Grèce. Mais 410 personnes se sont noyées. Et parmi elles, en moyenne 2 enfants chaque jour. Pendant notre tournage, un nouveau sauvetage d'envergure a été filmé par les gardes-côtes turcs. Cet après-midi-là, Pelen Hussein, un réfugié syrien, a la vie sauve. Il vient de passer 12 heures en équilibre sur la proue d'un bateau de 10 mètres qui a chaviré à seulement quelques encablures de la côte.
Ce naufrage a coûté la vie à 27 personnes, dont 11 enfants. Pelen Hussein a bien fait de ne pas tenter de rejoindre la côte à la nage. Vous allez comprendre pourquoi. En 2015, ce sont 800 migrants qui ont perdu la vie en mer Égée à cause de bateaux surchargés, mais aussi de faux gilets de sauvetage, pour bon nombre fabriqués en Turquie. À Izmir, dans le quartier des passeurs, de nombreux commerçants se sont eux aussi lancés dans le business de l'immigration. Les magasins de chaussures ou de costumes vendent aujourd'hui des gilets de sauvetage par dizaines, pour adultes ou pour enfants. On trouve même des chambres à air en guise de bouée. Un vendeur de prêt-à-porter finit par accepter de nous montrer ses best-sellers. Dans la réserve, les pantalons et les chaussures ont disparu. Les Syriens viennent ici pour essayer les gilets. Il y en a à tous les prix et de toutes les tailles. Ça va du basique à 8 € jusqu'au plus haut de gamme à 30 €. Ceux-là, ils ont du silicone à l'intérieur, c'est bien. Avec ce gilet, tu peux flotter jusqu'à 40 heures. Oui, 40 heures. Ça, ce sont des chambres à air fabriquées en Inde. C'est de la bonne qualité. Avec les chambres à air, tu tiens 10 minutes dans l'eau. Comme dans une boutique de bord de plage, le vendeur propose des pochettes étanches pour les papiers et les téléphones. Et l'un de ses produits phares, c'est ce gilet low cost à moins de 10 € avec une fausse étiquette affichant la norme CE. Ne filmez pas la marque. Nous décidons d'acheter un gilet dans l'une de ces boutiques. Ce Syrien a travaillé dans un atelier clandestin qui les fabrique. Et il va nous montrer ce qui se cache à l'intérieur. Voici le type de gilet qui ne permet de flotter que quelques minutes. Je vais le déchirer. Comme ça, je vais vous montrer qu'il ne s'agit que de plastique. Vous voyez, il s'agit de 4 couches de plastique léger qui ressemblent à une éponge. Ce sont les mêmes gilets que l'on retrouve quasiment partout. Ils sont à l'origine de nombreuses noyades. Tous les faux gilets sont faits de la même manière. Ils sont fabriqués dans de petits ateliers clandestins et pas par de vraies entreprises. Le personnel n'a aucune expérience en la matière. Ces produits sont censés sauver des vies. En fait, ils ne sont qu'une illusion de sécurité. Les autorités cherchent à démanteler ces ateliers. L'homme accepte de nous conduire dans l'un d'entre eux. Nous filmons en caméra cachée. Il s'agit d'une ancienne fabrique de textiles reconvertie dans la contrefaçon de gilets de sauvetage. Nous nous faisons passer pour des acheteurs. Est-ce que vous pouvez me montrer le tissu avec lequel vous fabriquez les gilets ? Quelle qualité de tissu vous voulez? Du bon tissu? Je ne sais pas trop quoi vous dire. Montrez-moi. Les bons tissus coûtent cher. Voilà ce qu'on a. Il reste au vendeur un petit stock à écouler et d'autres pièces sont prêtes à être assemblées. Dans un atelier voisin, un employé nous montre la garniture qui ne permet pas de flotter.
Voilà, on les remplit avec cette mousse. On la coupe et on la plie comme ça pour remplir le gilet. Là, par exemple, c'est pour le dos du gilet. C'est interdit. Si la police la prend, ils nous arrêteront tous. Dis-nous, ça coûte combien le gilet? Ils le vendent entre 8 et 10 euros. De l'autre côté de la mer, Lesbos, en Grèce. Les côtes de cette île paradisiaque sont jonchées de gilets de sauvetage. Ceux qui ont posé le pied ici sont des survivants. Tout comme ceux-là qui arrivent tout juste, extirpés de leur embarcation en péril, sauvés par les gardes-côtes ou la marine. Ce jour-là, nous allons assister à l'arrivée de 2000 personnes. Certaines ont sabordé leur bateau pour être prises en charge et être sûres d'arriver en Grèce. Un seul doit les faire monter à terre. Faites attention, elle est enceinte. Il y a des femmes, des vieillards, de jeunes enfants. Chaque jour, malgré les difficiles conditions de navigation liées à l'hiver, des centaines de réfugiés qui ont payé le prix fort continuent de braver la mort. Avant d'être enregistrée par les autorités, Adel, originaire d'Alep en Syrie, essaie de retrouver ses effets personnels. J'ai retrouvé quelques affaires à moi. Les passeurs ne nous laissent pas monter à bord avec nos valises. Donc moi, j'ai mis tous mes habits sur moi. Tout le monde a jeté sa valise sur la plage turque. Certains ont payé 1000 euros le passage. D'autres, 600 euros. C'est comme ça. Le prix varie selon la tête du client, en fonction des moyens de chacun. Tout argent est bon à prendre. Je suis inquiet, mais pas autant que quand je suis monté sur le bateau. La mer était la partie la plus dangereuse de mon voyage. Maintenant, ça devrait être de plus en plus simple. Je pense que nous devons prendre ce bus. Peut-être qu'il nous emmène dans un camp. Ceux qui ont leurs affaires doivent y aller maintenant. Les autorités vont embarquer les réfugiés. Les Syriens, les Irakiens et les Afghans vont obtenir un laissez-passer de 30 jours sur le territoire grec. Avec cela, ils peuvent circuler et continuer leur route. D'ordinaire, en cette période hivernale, l'île de 90 000 habitants sommeille. Mais désormais, chaque mois, une trentaine de milliers de nouveaux clients déferlent. Mytilène, la capitale, a totalement changé de visage. Tout est écrit en arabe. Les commerçants profitent aussi de cet exode pour faire des affaires. De nouvelles agences de voyage, des boutiques de vêtements et des restaurants ont ouvert ou changé de décor. En septembre dernier, Chrysoula a commencé son travail ici. Son patron, déjà propriétaire d'une épicerie dans les hauteurs de la ville, a décidé d'en ouvrir une autre, sur le port. Ici, c'est écrit pain, biscuits, carte de téléphone pour les recharger, thon et le lait. Voilà. Donc maintenant, vous parlez arabe? J'ai appris quelques mots. À l'intérieur, son patron a prévu des produits halal pour ses nouveaux clients. C'est du thon, du poulet. Et quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils prennent des biscuits pour avoir quelque chose à manger. Parfois, ils prennent de l'alcool. Oui, parfois. Et aussi du pain arabe, du fromage.
Et juste à côté, Ici, c'est les vêtements de pluie pour les enfants, des gants pour les bébés, des bonnets. Quand il a fait froid, on en a vendu beaucoup. Et là, vous avez des sacs de couchage, des couvertures et des tentes. Bonjour. toute la journée, la commerçante a le sourire. Du thon, des sardines, halal. En septembre, il y avait beaucoup de monde. Du coup, on a gagné beaucoup d'argent. Ils venaient et faisaient la queue. À peine des clients partaient que d'autres arrivaient. Donc c'est bon pour les affaires? Oui, c'est super bon. Et voilà. Pas question de se tromper sur la monnaie, ni d'oublier d'offrir un cadeau de la maison. Non, ça c'est gratuit, je ne veux pas d'argent. Merci. Allez, au revoir. En novembre dernier, le vieux café traditionnel Philosophie a laissé place à un restaurant flambant neuf, baptisé le Damas. Fini donc les soirées où l'on danse le sirtaki. Ici, vous êtes sur la terrasse, avec les charbons à narguilé. Désormais, on vient ici fumer un narguilé en famille. On a voulu créer un endroit qui symbolise ce qu'il représente. Un endroit qui serait à leur goût. Des goûts un peu plus orientaux. Le patron emploie 15 salariés et il a embauché un nouveau chef. Notre cuisine est totalement syrienne, arabe, avec un chef syrien qui vient de Damas. Et bien sûr, tout est halal. Là, il y a des falafels, du taboulé. Les gens nous disent qu'ils se sentent comme chez eux. Autre phénomène sur l'île, l'explosion du nombre d'agences de voyage. Elles ont été multipliées par 3 depuis le début de la crise. Elles aident les migrants à poursuivre leur route pour quitter la Grèce. Elles proposent des packs bateaux plus bus pour rejoindre Athènes puis Skopje en Macédoine. Les tarifs vont de 90 à 150 € en fonction du confort, comme dormir sur une banquette ou dans une cabine. Et ils vont où? Ils vont à Athènes. Évidemment, le tout est payé en cash, une aubaine pour les commerçants. Alors, le départ est à 8h. Vous devez être au port 1 heure avant, donc vers 7h. Dans l'agence voisine, en caméra cachée, l'employé se lâche. C'est bon pour nous, mais ce n'est pas bon pour vous. Je pense que grâce à Dieu, c'est vous qui récupérez le problème. Venez, et après, hop, on vous les envoie en Europe. En caméra ouverte, il adapte son discours. Avant la crise des migrants, la saison des vacances, c'était 2-3 mois par an. Maintenant, on parle de 8 à 9 mois de business. C'est super, tout le monde gagne de l'argent. Mais bon, maintenant, l'île de Lesbos est synonyme de migrants. Et ça ne nous fait pas vraiment une bonne publicité. À Mytilène, une chose nous intrigue particulièrement. Nous croisons dans la journée plusieurs fois les mêmes personnes, et certaines d'entre elles changent de nationalité au fil des minutes. Ces jeunes hommes prétendent d'abord venir d'Afghanistan. Vous venez d'où? On vient d'Afghanistan. Comme les Syriens et les Irakiens, les Afghans obtiennent des laissez-passer. Mais 2 heures plus tard, ils nous avouent venir d'ailleurs. Je suis iranien. Je viens d'Iran. Par contre, sur le papier, je suis afghan. Il pourrait s'agir de migrants économiques. Eux n'ont pas droit à des laissez-passer. Ils profitent de la situation pour venir en Europe sous une autre identité. Ces 2 hommes ont donc sans doute réussi à berner les autorités. Une fois sur le continent, pour les migrants économiques qui sont là clandestinement,
Iraniens, Algériens ou Marocains, la route se poursuit souvent à pied, pour éviter la police ou tout simplement faute de moyens. À la frontière macédonienne, sans laisser passer, les migrants économiques doivent encore s'offrir les services de mafia pour continuer leur route. Mais 4000 d'entre eux ont été interceptés depuis janvier dernier. Cela a été caché dans le double fond d'une camionnette. À 1 kilomètre de la frontière, les migrants refoulés ont fait de cet hôtel désaffecté leur base arrière. Ici, l'ambiance est explosive. Un Marocain a accepté de témoigner. Ici, c'est chacun pour soi. Laisse-le tranquille. Ça te regarde pas. Tu peux nous expliquer ce qui se passe? C'est la misère des cigarettes, de l'argent, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de manger. Casse-toi d'ici, je te dis. Je vais te casser la figure. Ces bagarres sont fréquentes. Le 25 janvier dernier, un homme est mort dans une altercation. Ici, c'est la loi du plus fort. Tous sont bloqués et tentent de survivre. Oui, on est une dizaine de personnes à dormir par terre ici. Il n'y a pas assez de place. Parfois, il n'y a rien à manger pendant 2-3 jours, parfois plus. Mais surtout, nous avons très froid. On cherche dans les poubelles, on mange ce qu'on trouve dedans. Moi, ça fait 2 mois que je suis là. On n'a plus rien pour s'habiller. Aujourd'hui, l'hôtel désaffecté est plein. Certains migrants économiques doivent rester dehors. Régulièrement, ils tentent tous leur chance. Et vous avez déjà été attrapé par la police ou pas encore? Oui, une dizaine de fois. Il faut tenter sa chance plusieurs fois. Il faut essayer et réessayer. Pas étonnant qu'il ne soit pas passé. En face, pour protéger sa frontière, la Macédoine a érigé un double mur de barbelés. Et les autorités sont sur le qui-vive. Cette zone semble infranchissable, du moins en apparence. Je surveille la frontière, là. Et si je détecte quelque chose d'anormal, je communique l'info. Et ce sont d'autres équipes qui prennent le relais. Là, il n'y a rien à signaler. Le commandant macédonien est très heureux de son nouveau bijou offert par l'Europe. Cet appareil nous sert à observer, de nuit comme de jour. Il en voudrait d'autres, avouant à demi-mot qu'il n'a pas assez de matériel. Nous avons assez de véhicules, mais si l'Union européenne nous en octroyait d'autres, l'espace ici serait sécurisé. Et si c'est sécurisé ici, c'est sécurisé aussi pour vous en Europe. Malgré toute sa bonne volonté, le commandant semble un peu dépassé. Nous allons sur le lieu où il y a eu des incidents avec les migrants économiques. Ils ont coupé les barbelés et ils ont essayé de rentrer en toute illégalité. Donc on les a arrêtés. Ce sont des gens qui viennent d'Iran, du Maroc, du Soudan. Ce mur de barbelés ne dissuade pas vraiment les migrants qui n'ont rien à perdre. Ils soulèvent les barbelés avec un bâton. Ils ont très envie de rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, sur le continent européen, de nombreux murs s'érigent, comme ici. C'est notamment le cas en Bulgarie ou en Autriche. La Hongrie, elle, a déjà fermé ses frontières. Stop, stop, stop. Seul point de passage officiel, c'est checkpoint entre la Grèce et la Macédoine.
Les réfugiés syriens ou irakiens présentent le fameux laissez-passer obtenu en Grèce. Selon nos informations, des mafias proposent des contrefaçons pour les migrants économiques. C'est ici qu'on vérifie l'authenticité des documents. On sépare les migrants économiques des autres, ceux qui viennent d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan. Curieusement, les contrôles ne prennent que quelques secondes et ils se font à l'œil nu. On ne prend pas les empreintes. Ça fait partie de la procédure, mais on les prendra plus tard. Bientôt, on aura un appareil ici. Vous savez que pour les attentats de novembre en France, les terroristes sont peut-être passés par les Balkans sans qu'on vérifie leurs empreintes ici? Je ne peux pas répondre à votre question. Le commandant est visiblement embarrassé, mais son équipe tient à nous rassurer sur sa capacité à expertiser les faux documents avec une simple loupe. Ceux qui éditent les faux documents utilisent des imprimantes couleur pour que le sceau soit bleu, comme l'original. Ils créent des faux tampons. C'est une bande qui est très organisée. Est-ce que les gens peuvent traverser s'ils ont des faux papiers de bonne qualité? Que ce soit pour les passeports ou les cartes d'identité, ils sont très bien contrôlés. Mais parfois, des faux papiers passent. On n'est pas parfait. Ce policier avoue qu'il est dans l'incapacité, avec ses faibles moyens, de tout contrôler. Il n'est donc pas impossible que les terroristes munis de faux papiers passent avec succès en Macédoine. Le jour de notre tournage, 2000 personnes se sont d'ailleurs présentées à ces checkpoints. Combien de faux papiers vous voyez en moyenne par jour? Ici, au poste frontière, on découvre 60 faux papiers toutes les 8 heures environ. Ce type de tampon est falsifié par des gens qui n'ont pas le droit d'entrer chez nous. Nos collaborateurs ont été formés pour reconnaître ces faux cachets. Ça, c'est un faux passeport irakien. On en découvre 1, 2, 4 ou 5 par semaine, disons. Et montrez-nous comment vous reconnaissez ces faux documents. Bah, ça, c'est pas moi. Ce sont mes collègues qui l'ont reconnu. Mais ça se voit. Nous n'en saurons pas beaucoup plus avec ce policier. À la nuit tombée, les groupes de réfugiés ne cessent d'arriver. Allez-y. Les contrôles sont toujours aussi courts. Allez-y. Attendez. Reculez. Un par un. Donnez-moi les papiers. Donnez-moi les papiers. Vous, 1, 2, 3, 4 enfants. Vous pouvez y aller. Un par un. Un par un. Ce candidat, lui, intrigue les autorités. Il se dit afghan. Les policiers ont un doute. Pas d'interprète pour vérifier, ni de base de données à consulter. Ils ont juste cette simple feuille et une loupe. Ils décident de ne pas le laisser entrer. L'homme sera reconduit comme d'autres vers Athènes. Pour réussir à passer les frontières clandestinement, serbes puis croates, entrée de l'Europe, les migrants économiques recalés au checkpoint payent des passeurs. Mais parfois ils se font piéger par des groupes criminels qui, au lieu de les aider, les kidnappent et les rançonnent.
À Belgrade, en Serbie, des centaines de migrants affluent chaque jour. Nous allons rencontrer Karim. Il a été séquestré et torturé pendant 10 jours, jusqu'au versement d'une rançon par ses proches. Nous allons remonter la piste de ces geôliers. La maison se trouve dans ce coin-là. Karim est tombé dans un piège sur la route en Macédoine à cause de sa générosité. On a croisé 2 Pakistanais qui nous ont dit qu'ils n'avaient plus rien. Donc on leur a donné un peu de nourriture. Les 2 hommes qui se font passer pour des migrants poursuivent leur route avec Karim et son groupe. Puis ils demandent à faire une pause et passent un coup de fil dans un dialecte pakistanais. Une voiture arrive alors, avec à son bord des hommes armés. Karim est enlevé. Ils nous ont emmenés dans une maison habitée par une famille, composée des 2 parents et d'un fils. Ils nous ont enfermés sans rien dire. Là, on a eu très peur. Le lendemain, ils sont venus avec des épées et après, ils nous ont frappés. Moi, j'ai été blessé uniquement au nez, mais d'autres l'ont été beaucoup plus gravement. Ils ont même été électrocutés. Ils m'ont cassé le nez. Le sang a commencé à couler et je leur ai dit « Arrêtez, je vous donnerai tout ce que vous voulez ». Alors, ils nous ont demandé d'appeler nos familles pour envoyer de l'argent. Karim est à bout de nerfs, effondré. Il doit la vie sauve à sa famille qui s'est cotisée pour payer une rançon de $1300. Je suis parti pour aider ma famille. Et au final, c'est eux qui payent pour moi. Je ne peux pas faire demi-tour. Je préfère mourir plutôt que de renoncer. Maintenant, il faut que je rembourse ma famille. Le jeune homme de 25 ans est encore bouleversé par ce qu'il a vécu. Nous allons tenter de retrouver cette maison où les migrants sont séquestrés. Retour en Macédoine. Pour nous aider dans notre enquête, nous avons fait appel à un journaliste local qui travaille depuis plusieurs mois sur ces affaires. Il s'appelle Vedat. On va à Lojane. C'est un village situé juste à côté de la frontière serbe. Il y a 2 ou 3 maisons avec des passeurs qui retiennent des migrants économiques. Nous prenons la direction d'un village macédonien peuplé d'Albanais. Selon le journaliste, ici les mafias ont des yeux partout. Si je sors de la voiture, qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont t'identifier. Et ils vont te demander ce que tu fais dans le coin. Attention, il y a une voiture. Voilà, on arrive à Lojane. C'est dans ce village qu'aurait été retenu prisonnier Karim, le migrant marocain que nous avons rencontré à Belgrade. Selon les informations de Vedat, des otages seraient encore retenus dans cette maison, à la sortie de Lojane. Ça serait bien qu'on arrive à les filmer. Vedat est déjà venu ici plusieurs fois. Ils sont là-dedans, les Bangladais. Ce qui a confirmé ses doutes, ce sont les fenêtres condamnées de la maison. Mais aussi l'énorme tas d'immondices à proximité. Ah, je les vois. Ils s'en vont. Impossible de savoir qui sont ces hommes. Des otages tout juste libérés ou des complices. Vedat va nous expliquer comment les migrants économiques à la recherche d'un passeur se font piéger. Normalement, les migrants arrivent de là, en longeant les rails. Et ici, des gens les attendent. C'est devenu dangereux d'enquêter là-dessus depuis qu'il y a eu l'affaire Ali Baba.
L'affaire Alibaba a éclaté en juin de l'année dernière dans un village de 2500 habitants à proximité de Loyané. 128 migrants étaient retenus dans une maison. Ils devaient débourser entre 500 et 1000 euros pour retrouver la liberté. Pendant leur détention, les migrants étaient frappés ou torturés par leurs geôliers. Le chef de cette mafia, un Afghan surnommé Alibaba, est aujourd'hui dans la nature. C'est à la suite de la diffusion d'un reportage d'une chaîne anglaise que la police macédonienne a fini par démanteler le réseau. Elle a arrêté une dizaine de villageois, 4 Afghans et même des policiers complices. Officiellement, selon les autorités, ce genre d'affaires n'existe plus. Mais pour Vedat, le journaliste, et Karim, que nous avons rencontrés à Belgrade, cette version est fausse. Ça reste un sujet sensible d'enquêter sur ces groupes de trafiquants. Et maintenant, c'est un groupe du Bangladesh qui est considéré comme étant très dangereux qui se livre à ce trafic. Les mafieux ont des liens avec la police locale. Elles ferment les yeux lors des contrôles routiers. Des policiers coopèrent avec la mafia. Et ce n'est pas un hasard si 4 ou 5 policiers ont été arrêtés dans l'opération Alibaba. Pour nous prouver que tout cela continue, Vedat va nous présenter un villageois qui se prétend passeur. Il conduit les migrants dans la gueule du loup. Nous, on prend les migrants à Kumanovo pour les emmener jusqu'à Loyané. Et vous les livrez à qui? Au Bangladesh? Oui, au groupe bangladais qui se trouve là-bas. Et vous prenez combien pour ça? On prend environ 300 € par voyage. Et la police, elle fait quoi dans tout ça? Elle vous pose un problème ou elle coopère plutôt? Oui, elle coopère. On travaille avec la police. C'est le chef qui donne de l'argent aux policiers. Et est-ce que le business continue maintenant? Oui, bien sûr. Le business continue. Certains policiers coopéreraient donc avec la mafia. Preuve supplémentaire que le business n'a pas été stoppé par les autorités. Un mois après l'opération Alibaba, d'autres migrants ont encore été séquestrés et torturés dans une autre maison. Ils nous ont volé notre argent, nos téléphones. Ils nous ont tout pris. C'est une mafia très puissante. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais regarde ça. C'est quoi ça? On a eu un gros problème avec la mafia albanaise. Certains migrants ont perdu bien plus que de l'argent. Les Albanais ont pris mes enfants et ma femme. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas. À la différence des migrants économiques, pour les réfugiés de guerre, les Syriens, les Irakiens ou les Afghans, la route continue plus facilement entre la Macédoine et la Serbie. Ils vont franchir la frontière en toute régularité avec leur laissez-passer à Miratovac. Ce jour-là, il fait moins 17 degrés. Ils doivent patienter dans cette longue queue, les corps fouettés par l'air glacé. De l'autre côté de la frontière, il y a des tentes pour se reposer quelques heures. Mais plusieurs d'entre elles ne sont pas chauffées. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Pas question que les réfugiés s'attardent en Serbie. Une fois par jour, les autorités serbes font circuler un train pour les migrants. Pour 15 €, ce train les conduit à la frontière croate, l'entrée de l'Europe. Il ne me reste plus que 200 €. Après, j'ai plus rien. C'est cher de venir d'Afghanistan en Europe? Très cher, oui. Et ça coûte combien? Peut-être 6 000 $. 6 000 $ par personne? Oui, par personne. Très vite, le guichet ferme. Fini? C'est fini?
Il n'y a plus de tickets? Regardez, il ne répond même pas quand on lui parle. Quand est-ce qu'on peut revenir? Quand? On lui demande et il ne nous répond pas. Il nous fait signe de partir. Donc vous avez attendu 5 heures pour rien? Oui, 5 heures qu'on fait la queue. On a nos enfants, notre famille. Et maintenant, il n'y a plus de ticket de train. Il faut qu'on prenne le bus. En fait, nous allons découvrir un système bien huilé qui rapporte beaucoup d'argent à des profiteurs de la crise migratoire. Comme il n'y a souvent plus de place dans ce train, des compagnies de bus proposent le même trajet, mais pour 2 fois plus cher, 35 € contre 15 par la voie ferrée. On n'a pas le choix. Si on ne prend pas le bus, on doit rester ici. Et ici, il fait froid. Nous avons voulu savoir qui se cache derrière ce juteux business. Mais le chauffeur n'est pas très loquace. Il nous repousse avec des insultes. Vas-y, sors de mon bus. Je veux plus te voir ici. Allez, sors de là. Dégage d'ici, sale enfoiré. Sors de là. En fait, une agence de presse serbe a déjà mis son nez dans ce système. Un trafic opaque, avec uniquement du cash. À notre grande surprise, à la sortie de la ville, nous découvrons près de 300 bus, les uns derrière les autres. Leurs chauffeurs attendent leur précieuse cargaison. On attend notre tour pour faire monter les migrants. C'est toujours comme ça? En ce moment, oui. Tu te rends compte? Parfois, on attend de 17 à 20 jours. Une longue attente pour une grosse récompense. Quand je fais monter les gens, je peux gagner entre 200 et 300 € par trajet. En 1 mois et demi, au plus fort de la saison, ça rapportait à mon patron entre 15 000 et 20 000 €. C'est beaucoup d'argent. Mais j'ai entendu dire qu'un boss albanais gagnait jusqu'à 1 million d'euros par mois. C'est un millionnaire. Il a une compagnie de 20 bus et jusqu'à maintenant, il était frappé par la crise économique. Dans quelques heures, ces réfugiés rentreront en Europe par la Croatie, puis ils devront trouver d'autres moyens de transport jusqu'à leur destination finale, l'Allemagne, l'Angleterre ou la France. Depuis la fin de notre tournage à Istanbul, Mohamed le passeur et faussaire a été arrêté en même temps qu'une trentaine d'autres personnes lors d'un vaste coup de filet international. Une usine de faux gilets de sauvetage a été démantelée à Izmir, mais d'autres continuent leur funèbre production. L'Europe a conclu un accord avec Ankara. Les réfugiés qui continuent d'entrer clandestinement en Grèce sont renvoyés désormais en Turquie, sauf s'ils demandent l'asile. Pour gagner du temps, ils sont des milliers à entamer cette démarche en urgence. La Macédoine, elle, a décidé de fermer totalement sa frontière. À chaque frontière qui se ferme, c'est un nouveau business qui se crée pour les passeurs. Cette crise, qui n'a pas d'équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pas fini de faire les beaux jours des plus puissants réseaux mafieux de la planète.